Bien, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le thème que nous avons discuté la dernière fois, le thème de la croissance des arbres syntaxiques chez l'enfant, terminer cette discussion et aborder le dernier thème dont on va parler, c'est-à-dire l'acquisition du mouvement, qui va nous concerner aujourd'hui et aussi la prochaine leçon. Donc, si on repense un instant à ce qu'on a vu, surtout dans la première partie du cours, on a vu que certaines propriétés fondamentales de la phonologie, de la langue, sont apprises par l'enfant très tôt, dans la première année de la vie. On peut penser à ce phénomène spectaculaire qui a été appelé l'apprentissage par l'oubli. Par lequel l'enfant acquiert le système des traits distinctifs en oubliant les propriétés des autres langues, des langues différentes par rapport à la langue qu'il est en train d'apprendre. Nous avons parlé des capacités très précoces de discrimination entre les langues, entre des langues différentes. Nous avons parlé un peu d'acquisition de propriétés syllabiques. Nous avons parlé des capacités de segmentation, le fait que l'enfant arrive à segmenter des morceaux pertinents de structure, des morphèmes, des mots. Ghislain Dehaene en particulier a parlé de ces aspects la dernière fois. Donc beaucoup de propriétés phonologiques sont déjà là à la fin de la première année de la vie, et même avant. En ce qui concerne les propriétés fondamentales de la syntaxe, on a vu que certaines propriétés basiques d'ordre de mots sont manifestées très tôt. Dès que la production syntaxiquement significative commence, c'est-à-dire à partir en gros de l'âge de 18 mois, disons dans la deuxième moitié de la deuxième année de la vie, on voit que l'enfant a déterminé les propriétés fondamentales d'ordre de mots, en ce qu'il produit des structures qui correspondent à ces caractéristiques générales. En plus, on a pu montrer que l'enfant a des capacités de généralisation, parce qu'il ne se limite pas à reproduire ce qu'il entend, mais il est capable, il manifeste une connaissance abstraite qu'il peut étendre aussi à des cas nouveaux, par exemple à des verbes qu'il n'a jamais entendus. Donc, c'est un cas qu'on a traité en termes de fixation précoce de certains paramètres fondamentaux d'ordre de mots. Dans la même période, donc la deuxième moitié de la deuxième année de la vie, début de la troisième année de la vie, on constate que l'acquisition du lexique s'accélère énormément. Ce n'est certainement pas par hasard que l'acquisition du lexique s'accélère quand la syntaxe commence à être accessible à l'enfant. Et des relations entre acquisition lexicale et acquisition syntaxique parlera le prochain séminaire donné par Anne-Christophe la semaine prochaine. Voilà, donc on s'est posé la question la dernière fois, est-ce que tout est joué en ce qui concerne les propriétés fondamentales du langage à la fin de la deuxième année de la vie? La réponse est non. Il y a plusieurs manifestations d'un développement ultérieur. Et on a identifié trois aspects. Ce qu'on a appelé la créativité grammaticale enfantine, c'est-à-dire le fait que l'enfant explore un espace grammatical pendant quelque temps, en considérant certaines valeurs paramétriques qui ne sont pas les valeurs paramétriques de la langue qui lui est présentée, mais qui sont attestées dans d'autres langues adultes. Par exemple, on a vu, en parlant de l'acquisition de l'inversion des interrogatives anglaises, que l'enfant qui acquiert l'anglais passe à travers un stade où il applique ces inversions de manière sélective, de manière qui correspond à ce qu'on a observé dans certaines langues. Vous vous souvenez qu'on avait discuté le fait que dans des langues comme l'italien,
il n'y a pas d'inversion dans les interrogatives avec des éléments comme pourquoi. Et l'enfant passe à travers un stade où il applique sélectivement l'inversion. Nous avons parlé de cas de prononciation des traces, n'est-ce pas? Quand il y a un mouvement, on laisse une position vide, on laisse une trace, mais parfois, cette position vide peut en effet être prononcée. On observe ça dans certaines langues adultes, on a observé ça dans le langage enfantin. On a parlé un peu de l'utilisation de phrases principales avec le verbe à l'infinitif, qu'on observe chez les enfants, par exemple, qui sont en train d'apprendre le français à l'âge de 2 ans, papa partir, ce genre de structure, une propriété qu'on trouve dans certaines langues adultes, pas en français adulte évidemment, mais on trouve cette propriété dans certaines langues adultes. On a parlé un tout petit peu d'omission sélective du sujet, même dans l'acquisition d'une langue qui n'admet pas normalement l'omission du sujet, comme le français, par exemple. Nous savons que certaines langues admettent systématiquement l'omission du sujet. On constate cette propriété chez l'enfant, quoique avec des propriétés assez spéciales. On a parlé un peu de marquage morphologique des topiques, par exemple dans l'acquisition de l'italien, même si l'italien, ce n'est pas une langue qui marque morphologiquement ces éléments. Bref, il y a beaucoup de manifestations de créativité grammaticale en ce sens, où l'enfant explore des possibilités qui ne sont pas dans sa langue cible pour résoudre certains problèmes qui posent certaines structures. Le deuxième aspect de développement ultérieur est ce qu'on est en train de discuter, la croissance des arbres, c'est-à-dire le fait que les structures syntaxiques représentées par nos arbres augmentent en taille, s'agrandissent, deviennent plus complexes, et suivant un parcours qui n'est pas simplement quantitatif. Ce n'est pas simplement le fait que les structures produites par l'enfant sont plus longues, il y a ça aussi, mais il y a aussi des aspects qualitatifs. Il y a certaines propriétés de l'arbre syntaxique qui ne sont pas du tout considérées par l'enfant jusqu'à un certain point, et puis tout à coup, ils sont pris en considération et ils sont utilisés systématiquement. C'est ce qu'on est en train de discuter. Et puis, le dernier thème, ce que j'ai appelé maintenant la localité augmentée, il y a certaines constructions qui restent difficiles pour l'enfant, même beaucoup plus tard, même à 4 ans, même à 5 ans. Par exemple, certaines relatives, certaines questions. Et on peut essayer de traiter ces difficultés en termes de la théorie de la localité, qui a été développée de manière indépendante dans les études de théorie grammaticale. On verra ça vers la fin de la leçon d'aujourd'hui. Mais revenons maintenant à la croissance des arbres et au fait d'adopter des structures cartographiques qui sont essentielles pour cette sorte d'analyse. On a dit la dernière fois que les représentations cartographiques sont fondées sur un principe méthodologique très général, un principe de simplicité locale, si vous voulez, un principe qui dit qu'un trait morphosyntaxique définit une tête. Donc on ne peut pas avoir dans les représentations syntaxiques, au début des représentations syntaxiques, des têtes complexes. Chaque tête est définie par un seul trait, en effet. On peut avoir des structures complexes. Par exemple, on peut avoir un verbe fléchi avec le temps, avec l'accord, avec l'aspect, etc. Mais ceci est le résultat de la syntaxe, est le résultat d'une opération de mouvement qui permet au verbe de s'associer aux différentes affixes, différents types de têtes. Mais les têtes naissent simples, pour ainsi dire, ce qui amène à des hypothèses de scission de certaines têtes complexes postulées par des modèles précédents. Par exemple, nous avons parlé la dernière fois du fait que la flexion, ce I qui caractérise la structure de la phrase, a été scindé par 5 en poussant
le programme formulé par Jean-Yves Pollock, par Adriana Belletti et d'autres, de la manière qui est indiquée ici. Donc la flexion, le nœud de flexion est scindé en toute une série de nœuds plus fins dont chacun n'exprime qu'une propriété, en correspondance au principe méthodologique qu'on vient d'annoncer. Ici, il y a mon propre travail sur le système du complémentaire, sur la périphérie gauche. Donc le complémentaire, l'élément qui est caractérisé comme, qui est exprimé par que, par exemple en français, dans les subordonnées déclaratives, est scindé dans une série de composantes d'éléments plus fins, fondamentalement de la même manière. Et l'utilisation de structures cartographiques sera essentielle pour l'analyse de l'acquisition de structures qu'on va aborder maintenant. On a un peu révisé le cadre que j'avais proposé dans les années 90 pour la structure de la périphérie de la phrase. Donc la périphérie de la phrase, le système du complémentaire, dans ce système cartographique, est exprimée par une structure plus complexe, comme celle qui est indiquée ici. Cette structure est délimitée par deux nœuds, un nœud de force et un nœud de finitude. Force exprime fondamentalement le type de la proposition que nous regardons. Donc s'il s'agit d'une déclarative, par exemple, d'une question, d'une exclamative, d'une phrase adverbiale, d'une relative, et ainsi de suite. La tête de finitude qui est à l'interface avec la structure de la phrase. Ici, vous avez la structure du IP, donc la structure de la prédication fondamentale, sujet-prédicat, fondamentalement exprime le caractère fini ou non fini de la structure. Donc s'il s'agit d'une structure finie à verbe conjugué ou bien d'une structure infinitive participiale et ainsi de suite. Et dans cet espace ainsi créé, il y a plusieurs têtes qui s'insèrent selon une structure hiérarchique préétablie. La tête de int, interrogatif, a la propriété, plusieurs propriétés, mais en ce qui nous concerne ici, a la propriété d'héberger dans son spécificateur, dans cette position, l'élément comme pourquoi. On a vu plusieurs arguments pour dire que pourquoi se comporte différemment par rapport à d'autres éléments comme qui, comment, où, etc. Et l'une des spécificités est positionnelle, donc l'élément occupe une position spéciale ici dans la structure. Puis vous avez la structure topicale qui exprime l'articulation topique-commentaire. Donc ce livre, je le lirai la semaine prochaine, par exemple. Ce livre, topique, un référent choisi parmi les référents saillants dans le discours, je prends un tel référent, je le présente, et ensuite je fais un commentaire. Donc une structure phrasale qui dit quelque chose à propos du topique. La tête focale, qui est exprimée en français par exemple par la construction clivée, c'est ce livre que je lirai demain, pas celui de Jean par exemple, où il y a une partie focale, une partie de nouvelle information que je transmets à mon interlocuteur, et une partie présupposée, une partie présuppositionnelle. Donc je suis d'accord avec mon interlocuteur que je devrais lire quelque chose la semaine prochaine, supposons. Je ne suis pas d'accord sur la chose spécifique que je vais lire. Donc un élément est le focus, et l'autre partie est la partie présupposée, présupposition. Et puis, il y a cette tête de mode, de modificateur, qui héberge les adverbes antéposés. On peut antéposer un adverbe. On peut avoir des choses comme immédiatement Jean a quitté la chambre, par exemple, quelque chose comme ça. Et cette position est une manière de souligner l'adverbe sans qu'il soit vraiment ni un topique ni un focus. Et en effet, il y a de bonnes raisons pour adopter une position spéciale pour un tel élément. Donc ça, c'est le type de structure cartographique dont nous avons besoin pour notre analyse. Nous avons vu brièvement la dernière fois comment cette structure générale s'adopte à la périphérie gauche de l'hébreu, parce qu'on est en train d'étudier dans ce travail que je présente maintenant
l'acquisition de ces structures. Et donc, fondamentalement, c'est le même arbre auquel nous sommes arrivés sur la base de considérations générales qui s'adapte à la structure de la langue. Donc, il y a toujours une position de force et une position de finitude, immédiatement à l'interface avec la structure du IP, donc de la phrase, avec son articulation en sujet et prédicat, syntagme nominal sujet et VP prédicat. Et à l'intérieur de cet espace, nous avons les différents éléments int, topic, focus et modificateur, avec les propriétés qu'on a illustrées. Je ne reviens pas sur la discussion exacte des données de l'hébreu. J'admets simplement que la structure générale s'adapte au cas spécifique ici. Il y a plusieurs questions qui se posent à ce point. Il y a la question générale, comment ces structures complexes sont acquises par l'enfant? Est-ce que ces structures sont accessibles à l'enfant dès qu'on est capable de tester l'enfant sur ces configurations? Est-ce qu'on pourrait trouver une manière de tester expérimentalement la présence dans les représentations enfantines de ces propriétés fines et complexes qu'on vient de montrer? Ou bien la structure cartographique est acquise, est-elle acquise en bloc, donc comme un ensemble? Par exemple, il y a un moment où tout le système de complémentaire n'est pas présent, et puis à un moment successif, tout le système est présent. Ou bien elle est acquise étape par étape. Et quelle est la dimension de chaque étape? Est-ce que ces étapes respectent l'ordre hiérarchique? Est-ce que ces étapes ne respectent pas l'ordre hiérarchique? Ça serait parfaitement concevable, n'est-ce pas? Par exemple, l'enfant pourrait acquérir les différents éléments ne suivant pas l'ordre hiérarchique, mais sur la base d'une saillance cognitive, par exemple. Voilà, donc dans un papier récent avec Naama Friedman, qui présentera le séminaire aujourd'hui, Adriana Belletti, nous avons proposé cette hypothèse de la croissance des arbres, Growing Trees, qui dit simplement la chose suivante. Les arbres, en particulier les arbres cartographiques, sont acquis de manière ascendante ou bottom-up, c'est-à-dire l'enfant commence par l'acquisition des zones basses. Par exemple, il y a cette zone plus basse qui est appelée dans ces représentations abstraites A. Ensuite, il y aura un autre groupe d'enfants qui aura maîtrisé une zone B qui aura été maîtrisée à partir de A. Puis un autre groupe qui aura maîtrisé aussi une zone plus haute C. Mais on ne s'attend pas de trouver un groupe d'enfants qui aurait maîtrisé B sans avoir maîtrisé A, par exemple, ou C sans avoir maîtrisé A et B. En d'autres termes, il y a des relations implicationnelles entre les différentes zones, et on ne s'attend pas de trouver une situation comme celle en 3', où il y aurait un groupe d'enfants hypothétiques qui aurait maîtrisé A et C sans avoir maîtrisé la zone B qui met en connexion A et C. Okay? La prédiction de cette idée que l'acquisition se fait fondamentalement bottom-up est que quelque chose comme 3' ne devrait pas exister. On ne devrait pas pouvoir trouver ce genre de situation. Voilà, les données que nous avons discutées et sur lesquelles je vais me concentrer, ce sont surtout des données de production spontanée. Il y a aussi des données expérimentales de répétition, mais que je ne vais pas discuter aujourd'hui. Et les données concernent l'analyse d'un corpus récolté par Reznik et Friedman-Reznik dans deux papiers récents et que nous avons en partie réanalysés dans notre travail. Donc, quelles sont les propriétés que nous avons regardées? Ici, je les ai mises en relation en partant de la partie la plus basse de l'arbre. Donc 1 se réfère plutôt à la partie basse de l'arbre et 9, 10, 11 se réfère à la partie haute de l'arbre. Donc première propriété qu'on a vérifiée dans le corpus, c'est la présence de structures
sujet-prédicat, fondamentalement, NP, VP, dans la structure du IP, et avec différentes classes verbales, avec les 3 classes verbales fondamentales. Les verbes transitifs, Jean mange un gâteau, les verbes inergatifs, qui est un sous-groupe des verbes intransitifs, avec des verbes comme danser, par exemple, Jean danse. Les verbes inaccusatifs, l'autre sous-groupe qui correspond à la définition traditionnelle de verbes intransitifs, des verbes comme partir, par exemple, hein, des verbes qui sont caractérisés dans des langues comme le français, encore plus clairement l'italien, par la sélection de l'auxiliaire être. Donc Jean est parti, Jean a dansé, par exemple. Donc ça, c'est une manière de distinguer les 2 classes verbales. Mais du point de vue syntaxique, ce qui caractérise les verbes inaccusatifs est le fait que le seul argument naît, pour ainsi dire, disons dans les représentations abstraites, en position objet. Donc vous avez une représentation comme partira papa, par exemple, et ensuite, ce seul argument monte en position sujet pour obtenir l'ordre papa partira. Mais dans beaucoup de langues, on observe, avec les verbes inaccusatifs, la possibilité des 2 ordres, de l'alternance. Donc, papa partira, partira papa, les 2 sont possibles en hébreu en particulier. En français, étant donné les caractéristiques de la langue, on a papa partira fondamentalement, mais il y a des traces du fait qu'un verbe, certains verbes sont inaccusatifs dans la construction spéciale qui est possible, quoique peut-être un peu marginale en français, de type « il est arrivé 3 filles ». Il est arrivé 3 filles. Cette construction est typiquement possible avec des verbes inaccusatifs où le seul argument se manifeste en position objet. Donc on regarde ces propriétés. Et puis, on passe aux propriétés successives dans la structure d'arbre, les éléments WH, donc pour la formation de questions, les questions WH type « que fais-tu »,« que dis-tu », par exemple, avec des arguments comme « que », comme « qui ». Ce sont des éléments qui occupent la position focale. On a montré la dernière fois que les éléments WH sont déplacés à la position focale. En effet, si un élément WH est déplacé, on ne peut pas avoir un focus dans la même position. On avait montré ce type de distribution complémentaire dans certaines langues la semaine passée. Donc, WH argument, WH ajout, donc des éléments comme des questions où, comment, quand, etc. Des structures avec adverbe antéposé, donc maintenant papa part, quelque chose comme ça, avec l'adverbe en première position. Puis je reviendrai sur les questions oui-non. Des questions sur pourquoi, qui occupent une position déjà dans la structure haute du système du complémentaire, comme on l'a dit. Et puis des structures qui occupent la partie haute de la configuration, des structures relatives, des structures topicales, type ce livre, je le lirai demain, et des clauses subordonnées, donc des structures comme je crois que papa partira, par exemple. Voilà, donc on a ce genre de propriétés qu'on a vérifiées dans le corpus. Si on se limite à vérifier ces propriétés simplement sur la base de l'âge croissant des enfants, donc on commence avec le plus jeune, 18 mois, puis 20 mois, etc., etc., on obtient une configuration qui n'est pas très claire ou qui ne suggère pas des généralisations précises, sauf le fait que les enfants plus jeunes ont plus de trous, évidemment, ont moins de constructions attestées dans leur production. Donc le 0 ou le blanc correspond à l'absence de la construction et le bleu indique que la construction est présente. Mais ce n'est pas... dans ce type de présentation ne donne pas des informations très riches et intéressantes. Par contre, on peut essayer de construire des échelles de Gartman, que j'ai présentées la dernière fois, et en faisant abstraction de l'âge. Donc, simplement pour essayer de voir si
les différentes propriétés qu'on a identifiées sont un rapport implicationnel. Et selon l'hypothèse de la croissance des arbres, les propriétés concernant les parties hautes de l'arbre impliquent la présence des propriétés concernant la partie basse de l'arbre. Donc on a commencé par les propriétés de la partie plus basse de l'arbre, la structure syntagme nominale, syntagme verbale, ou sujet-prédicat, avec les différentes classes verbales. Ensuite, on a regardé les structures qui concernent l'utilisation de la partie basse de la périphérie gauche, question, donc position focale, avec des arguments, des ajouts, adverbes antéposés. Et ensuite, on a mis les propriétés qui concernent la partie haute de la périphérie gauche. Donc, question avec pourquoi, relative, topique et structure enchâssée. Et vous voyez qu'il y a une structure qui se manifeste très clairement et qui est peut-être rendue plus claire par ce type de présentation. C'est-à-dire, nous voyons que les enfants peuvent être répartis en 3 groupes, en effet en 4 groupes. Il y a un premier groupe, un groupe 0, disons, d'enfants qui n'ont aucune des propriétés, donc qui n'ont pas syntagme nominal, syntagme verbal. Vraisemblablement, ces enfants produiront des structures comme verbe-objet, par exemple, sans produire le sujet. Et évidemment, ce groupe d'enfants n'a aucune manifestation des systèmes plus hauts, du système du complémentaire. Puis il y a un petit groupe d'enfants qui a la structure syntagme nominal, syntagme verbal, mais pas les propriétés qui mettent en jeu le système du complémentaire. Ensuite, il y a un deuxième groupe. Je vous rappelle qu'ici, chaque ligne correspond à un enfant. Donc, nous avons un deuxième groupe d'enfants qui maîtrisent la structure syntagme nominal, syntagme verbal, et aussi les structures qui mettent en jeu la partie basse du système du complémentaire, donc les questions, l'interposition de l'adverbe. Mais aucune des propriétés qui met en jeu la structure haute, donc les questions avec pourquoi, etc., ne sont produites par ces enfants. Puis il y a un troisième groupe d'enfants qui a les 3 types de propriétés. Structure syntagme nominal, syntagme verbal, structure avec question et adverbe antéposé, mais aussi structure avec topique, question avec pourquoi, phrase relative, structure subordonnée. Okay? Donc on arrive de cette manière à construire une échelle de Gottman qui correspond en effet à l'existence d'une relation implicationnelle entre ces différents groupes de propriétés, ce qui est prédit par l'hypothèse de la croissance de structure comme phénomène bottom-up, fondamentalement, donc ascendant. Voilà, nous devons diviser maintenant notre arbre syntaxique en 3 zones. Une zone basse qui correspondra au premier stade, une zone intermédiaire qui correspondra à la partie de la périphérie gauche qui inclut la finitude, la tête pour l'interposition des adverbes et la tête focale, et puis une partie haute qui inclut toutes les autres propriétés, les subordonnées, les relatives, les topiques, et ainsi de suite. Je vous rappelle que l'ordre respectif de toutes ces têtes a été établi de manière indépendante par des arguments de type cartographique que nous avons discutés la dernière fois. Voilà, essayons maintenant de voir les propriétés stade par stade. Donc le premier stade, les enfants qui n'ont que la structure NPVP, fondamentalement. Donc, selon l'hypothèse de croissance des arbres, ces enfants n'auront que cette représentation, donc une structure syntagme nominal sujet, syntagme verbal prédicat, avec les différentes classes verbales, transitif, inergatif, inaccusatif. Le nœud flexionnel est actif dans ce groupe. On peut le montrer parce que les phénomènes d'accord, sujet, prédicat qui sont décidés au niveau de la flexion sont en général correctement exprimés. Donc, par exemple, l'accord en nombre est fait correctement par les enfants, ce qui suggère qu'il y a une place
pour la manifestation de cet accord. On observe aussi chez ces enfants l'alternance verbe-sujet, sujet-verbe, uniquement avec le verbe inaccusatif. Donc papa arrive, arrive papa, les deux sont attestés, ce qui suggère que l'enfant a déterminé les propriétés spécifiques des inaccusatifs. Ce type de, disons, ce qui met en relation ces deux ordres est bien sûr le mouvement, la possibilité de faire bouger ce seul argument de la position d'argument interne, d'objet du verbe, à la position canonique de sujet. Donc cette manifestation de mouvement est évidemment accessible à l'enfant à ce stade. Deuxième stade, syntagme nominale, syntagme verbale, mais aussi partie basse de la périphérie gauche. Donc l'arbre s'est enrichi ici de cette partie. Donc les enfants qui sont dans ce stade peuvent avoir des questions sur le sujet, sur l'objet, donc qui, que, etc., sur des PP, à qui, sur certains ajouts comme où, par exemple. Nous avons quelques exemples d'antéposition d'adverbes. Donc maintenant, je prends ça, je prends ce poisson, par exemple. Mais à ce stade, pas de topique, pas de relative, pas de subordination, pas de question avec pourquoi. Donc toute cette partie n'est pas accessible. Le troisième stade, par contre, donne accès à l'enfant à toute la structure périphérique. Donc, il y a aussi les topiques, avec la position topicale. Il y a aussi les structures relatives sur le sujet, sur l'objet. Il y a les clauses subordonnées. Je crois que maman est partie, par exemple, qui exigent d'arriver jusqu'à ce nœud. Et il y a les questions avec pourquoi, avec la position qui héberge cet élément. Ok, deux observations. Cette phase n'est pas simplement l'acquisition de la subordination. On pourrait dire, évidemment, on voit apparaître en même temps les relatives et les déclaratives subordonnées, parce qu'évidemment, à cette phase, l'enfant acquit la subordination. Mais ce n'est pas simplement cela, il y a ça certainement aussi, mais on trouve à cette phase aussi des structures qui sont typiques des phrases principales, comme par exemple la topicalisation. La topicalisation est une structure typique des structures racines, des structures principales, mais elle ne se manifeste que dans cette troisième phase parce que, selon cette interprétation, le site pour le topique se trouve dans la partie la plus haute de la périphérie gauche, qui n'est accessible à l'enfant que dans cette troisième phase. Ce n'est pas simplement une question de présence ou absence du mouvement, parce qu'en effet, nous l'avons vu, il y a du mouvement accessible à trois stades. Ici, il y a le mouvement dans le premier stade avec les verbes inaccusatifs. Dans le deuxième stade, il y a le mouvement WH, le mouvement de l'adverbe. Dans le troisième stade, il y a le mouvement caractéristique des relatives et des topiques, par exemple. Donc, le mouvement est accessible dans les trois phases. Mais c'est la cible du mouvement qui n'est pas toujours accessible. C'est seulement quand la cible du mouvement est devenue accessible grâce à la croissance de l'arbre que l'enfant peut manifester un certain type de règles de mouvement. Voilà, donc ici c'est une autre manière de représenter la chose avec les trois stades qui mettent ensemble les différentes propriétés qui le constituent. Ici, on peut voir très clairement, on a brièvement discuté ça aussi la dernière fois, qu'il faut faire abstraction de l'âge, hein, parce que par exemple, l'enfant, le dernier enfant dans le premier stade, et encore dans le premier stade à 26 mois, tandis que le premier enfant dans le deuxième stade est déjà là à 18 mois. Également, le dernier enfant du deuxième stade
à l'âge de 38 mois, tandis que le premier enfant du troisième stade est là, déjà dans ce stade à l'âge de 29 mois. Donc, la séquence des stades est la même, est constante à travers les enfants, mais la rapidité varie très considérablement d'un enfant à l'autre. Voyons quelques cas particuliers. Par exemple, prenons le cas de la dissociation entre question WH, ça serait en français que lis-tu, par exemple, et la relative, une structure relative, voilà le livre que je lis, par exemple. Alors, dans les analyses traditionnelles non cartographiques, il y a un mouvement vers la périphérie gauche de la phrase, mais si on regarde les choses avec le zoom de l'analyse cartographique, on voit que la position ciblée par les questions et par les relatives n'est pas du tout la même. En effet, les questions ciblent une position plus basse dans la zone 2, dans le stade 2, tandis que la position focale, tandis que les relatives ciblent la position la plus haute, la position de force, adjacente à la tête de la relative. Ici, on aura la tête nominale de la relative, le livre que, blablabla. Et donc, cette partie haute du système sera nécessairement impliquée. Donc, on s'attend à ce que les questions soient accessibles avant les relatives, parce qu'ils appartiennent à deux stades différents. Voilà, on avait donné des raisons cartographiques pour ce type de différence positionnelle. Alors, une question qu'on s'est posée, c'est comment caractériser les questions oui-non en hébreu. À quel stade, simplement, les questions oui-non se manifestent. Question oui-non, question qui admet comme réponse ou bien oui ou bien non, n'est-ce pas? Est-il parti, par exemple, oui ou bien non? Ce qui diffère des questions WH qui impliquent un élément interrogatif comme qui, que, où, etc. etc. Donc en hébreu, les questions oui-non sont exprimées simplement par l'intonation, quelque chose qu'on peut faire en français. Donc, par exemple, il est parti, déclarative, il est parti, ça c'est une possible question oui-non. En français, on peut aussi marquer la question oui-non par un marqueur qui se trouve dans la périphérie gauche. Donc, par exemple, est-ce qu'il est parti, par exemple, ou bien avec l'inversion, est-il parti? Mais il est possible aussi de marquer cette structure simplement par l'intonation. En hébreu, on utilise l'intonation, donc on peut se poser la question, l'opérateur oui-non, ce qui détermine le fait que cette structure est interprétée comme une question oui-non, où est-il exprimé? C'est un opérateur non prononcé, donc a priori on ne sait pas. Il pourrait être dans la partie la plus basse, dans la partie intermédiaire ou dans la partie haute. Il y a une série de positions qui pourraient héberger ce type d'opérateur oui-non. Eh bien, empiriquement, les données montrent que les questions oui-non sont une propriété du deuxième stade. Elles se manifestent en même temps que les questions WH, ce qui suggère donc que, en hébreu, l'opérateur oui-non est réalisé dans la même position où l'opérateur réalisé est prononcé dans les questions WH. Donc, question oui-non, question WH vont ensemble. Et ici, c'est un type de données empiriques nouvelles qu'on a identifiées parce qu'a priori, pour l'analyse cartographique, on ne peut pas décider immédiatement dans une langue qui n'utilise pas un marqueur explicite. Si un marqueur explicite, on peut donner des arguments cartographiques habituels pour montrer quelle est la position de cet élément par rapport à d'autres éléments. Mais si c'est un marqueur non prononcé, on ne peut pas le dire a priori, on peut trouver des arguments indirects, et ici on donne un argument indirect clair. Les questions oui-non sont apprises exactement en même temps que les questions WH. Les structures relatives sont apprises en même temps que les structures subordonnées, donc quelque chose comme « voilà le livre que je veux » et « je crois que le livre est ici », déclarative subordonnée. Ces deux propriétés sont des propriétés de du troisième stade, ce qui va bien avec l'analyse cartographique selon laquelle
et les relatives et les déclaratives subordonnées impliquent cette couche haute ici. Alors, dans le cas de relative, c'est à cause de la nécessité de contiguïté avec la tête de la relative qui se trouvera là, n'est-ce pas, le livre que je veux, etc. Donc, cette contiguïté exige d'utiliser la structure la plus haute de la configuration. Dans les cas des structures subordonnées, des déclaratives subordonnées, je crois que le livre est ici, il est raisonnable de faire l'hypothèse que ce nœud de force soit nécessairement présent parce que le verbe principal veut savoir quel type de structure subordonnée il va sélectionner. Un verbe comme croire sélectionne uniquement une déclarative. Un verbe comme se demander sélectionne uniquement une question, par exemple. Et ce type d'information, déclarative, question, éventuellement exclamative, est une propriété qui est exprimée à ce niveau-là. Donc, pour avoir des déclaratives subordonnées, il faut pouvoir projeter toute la structure. Hein. Donc, la subordination des déclaratives complètes est une propriété du stade 3. Voilà, antéposition d'adverbe et topicalisation sont dans deux stades distincts. Apparemment, maintenant, papa part et le livre, je le prends. Les deux impliquent le mouvement vers la périphérie gauche de quelque chose, mais ce quelque chose ne cible pas la même position. Si c'est un adverbe et dans une position plus basse, si c'est un syntagme nominal, c'est un argument qui se réfère à un argument, c'est dans une position plus haute. Donc, antéposition d'adverbe avant et topicalisation après, en conséquence du fait que les deux types d'antéposition ciblent deux positions qui appartiennent à deux couches différentes, à deux parties différentes de la structure. Voilà, ici, on avait donné des arguments cartographiques pour différencier la position de ces deux éléments, mais je ne reviens pas sur ces arguments. Enfin, question avec pourquoi par rapport à d'autres questions WH. Les autres questions WH ciblent une position plus basse où il va par rapport à des questions avec pourquoi il part. Donc on s'attend à ce que les questions avec pourquoi se manifestent nécessairement plus tard, seulement quand la couche pertinente de la structure est devenue accessible à l'enfant. En effet, pendant quelque temps, l'enfant ne pose aucune question avec pourquoi. Et puis, tout à coup, comme les questions avec pourquoi sont déclenchées, c'est toute une séquence de questions avec pourquoi que l'enfant aime poser, mais ça a lieu après la maîtrise d'autres types de questions WH, comme on l'a vu. Donc, les différences positionnelles entre la cible des éléments WH normaux et la cible d'éléments comme pourquoi, qui se trouvent dans une position plus haute. Voilà. Donc, ça termine la présentation de ce qu'on a observé sur l'acquisition des arbres en hébreu. Il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Évidemment, une question importante est quel est le principe qui définit les zones, n'est-ce pas? Nous avons empiriquement identifié les trois zones qui définissent les trois stades, mais est-ce qu'il y a une raison de principe qui fait que nécessairement on crée ces molécules qui vont nécessairement ensemble? Donc, force va avec interrogatif, qui va avec topique, tandis que focus va avec mode, qui va avec finitude. Qu'est-ce qui fait que nous avons exactement cette organisation et non pas d'autres organisations imaginables, par exemple 3 zones, 4 zones, etc. N'est-ce pas? Donc ceci adopte l'arbre cartographique qui est établi pour des raisons indépendantes, mais il nous donne aussi une information supplémentaire, disons les données de l'acquisition nous donnent aussi des données supplémentaires qui sont quelle position va avec quelle autre position dans ce type de configuration. Ça, c'est une question importante, ouverte, de trouver une raison de principe pour diviser l'arbre exactement de cette manière et non pas d'une des autres manières imaginables.
Une autre question qui est ouverte et qu'on espère pouvoir aborder bientôt est si on peut étendre cette logique de la périphérie gauche à d'autres situations cartographiques bien étudiées. Par exemple, ici, nous avons admis que le IP, la structure de la phrase, est très simple, mais en effet, nous savons, d'après le travail de Cinque, que c'est en effet une structure très complexe. Vous vous souvenez de la diapo que j'ai projetée il y a environ 3/4 d'heure. Et donc, est-ce que la structure cartographique de la phrase peut amener à des prédictions et peut interagir de manière fructueuse avec l'hypothèse de la croissance des arbres? Par exemple, est-ce qu'il y aurait une partie plus basse si on regarde disons des enfants plus jeunes? Est-ce qu'on trouverait qu'une partie plus basse est maîtrisée avant une partie plus haute aussi dans la structure du IP? Ça, c'est une question ouverte qui rappelle des approches qui avaient été formulées déjà dans les années 90 par Andrew Radford, par exemple, ou Harald Claassen. La différence maintenant est qu'on peut regarder ces propriétés en utilisant des structures cartographiques qui font des prédictions beaucoup plus fines et détaillées. Mais tout cela est un travail qui reste à faire. Puis, bien sûr, il y a la question de la généralité à travers les langues de ce qu'on a observé sur l'hébreu. Est-ce qu'on trouve les mêmes propriétés dans l'acquisition d'autres langues? Ici, je donne simplement un type de résultat sur l'italien qui est lié à un travail récent sur l'italien. C'est un travail qu'on avait commencé il y a longtemps, bien avant l'idée de croissance des arbres, et qu'on a reformulé à la fin en essayant de tenir compte des prédictions de l'hypothèse de la croissance des arbres. Donc ici, vous avez une étude longitudinale sur l'acquisition de l'italien. Ce sont les données disponibles dans le corpus de Childes, dont j'ai déjà parlé il y a 2 semaines. Donc, vous avez différents enfants, Marco, Rosa, Diana, etc., qui sont en train d'acquérir l'italien. Et il y aura des enregistrements, supposons, à 18 mois, 20 mois, 23 mois, 25 mois, etc., etc. Alors, ce que l'on observe ici est la chose suivante. Les points en gris correspondent à la première manifestation d'un élément WH quelconque, sauf pourquoi. Le point en orange correspond à la première manifestation de pourquoi. Et le point en bleu correspond à la première manifestation de qui correspond en français que, déclaratif ou relatif. Okay? Alors, ce que vous voyez est que systématiquement, vous voyez, comme toujours, certains enfants arrivent à acquérir certaines structures avant, d'autres enfants plus tard, etc. Mais systématiquement, le premier élément qui est manifesté dans le corpus est l'élément WH différent de pourquoi. Ensuite, dans certains enfants, pourquoi se manifeste immédiatement avant dans certains enfants, se manifeste immédiatement avant pourquoi. Donc, on ne peut pas établir une échelle de Guttman entre pourquoi et que. Et c'est exactement ce qu'on s'attend, parce que s'ils appartiennent à la même zone, tout simplement, il n'y a pas d'ordre implicationnel entre ces 2 éléments. Tandis qu'il y a un ordre implicationnel entre un autre élément WH et ces autres éléments. Donc, pour tous les enfants, donc les enfants qui correspondent au point gris seront dans la 2e phase, et tandis que les enfants qui sont capables de produire que ou WH seront déjà dans la 3e phase. Donc, ce type de considération va dans le sens de ce que nous avons observé pour l'hébreu moderne. Voilà, je voudrais maintenant terminer cette partie sur l'acquisition de structure et
passer au dernier sujet, mais qui est strictement lié, qui est l'acquisition du mouvement. L'acquisition du mouvement, le mouvement est un phénomène omniprésent dans la syntaxe de langue naturelle. Hein. Les éléments se déplacent à des positions différentes des positions dans lesquelles ils sont insérés, et typiquement un élément est prononcé dans une position distincte de la position où il est prononcé. Est interprété dans une position distincte de la position où il est prononcé. Donc vous prononcez un élément dans une position, mais vous avez besoin de le connecter à une autre position pour l'interpréter de manière appropriée. Afin de voir l'acquisition du mouvement, il faut d'abord considérer la typologie du mouvement. Quels sont les mouvements possibles? Il y a en effet 3 types de mouvements. Ici, vous avez une structure minimale, disons avec une tête, et qui projette un syntagme. Donc, par exemple, ça pourrait être un verbe qui projette un syntagme verbal ou un nom qui projette un syntagme nominal. Maintenant, ce qui peut bouger est la tête simplement, donc le mot qui forme la tête du syntagme qui peut se déplacer à une autre position. Par exemple, nous avons parlé du mouvement du verbe à la flexion verbale, hein, à temps, à corps, etc. Donc c'est un cas de mouvement de tête qui s'est indiqué en rouge dans ces représentations. Ou bien on peut avoir un mouvement, ici la flèche n'est pas tout à fait correcte, donc la flèche se réfère à tout le syntagme ici en effet. Hein. Donc tout le syntagme peut se déplacer à une autre position. Donc mouvement de tête, mouvement de syntagme. Et le mouvement de syntagme peut cibler 2 types de positions. On parle de mouvement A si le mouvement de syntagme cible une position argumentale, typiquement la position sujet. Donc il y a beaucoup de mouvements qui ciblent la position sujet, ce qu'on appelle le mouvement A, mouvement argumental. Et un autre type de mouvement de syntagme est celui qui cible une position à barre, donc une position non A, qui n'est pas une position argumentale. Par exemple, tous les mouvements vers la périphérie gauche sont des mouvements vers une position à barre. Donc, 3 types de mouvements. Mouvement de tête, mouvement de syntagme A, mouvement de syntagme à barre. Donc, nous nous posons la question, quand est-ce que le mouvement est acquis et quand est-ce que ces différents types de mouvements sont acquis par l'enfant? Ce qui est très clair est que les choses ne sont pas simples. On ne peut pas dire simplement il y a une période où l'enfant n'a pas de mouvement, puis à partir du moment X, il aura le mouvement. Ce n'est pas du tout ça, ce qu'on observe. Et en particulier, si on utilise cette typologie, oui, ok, ici, bon, j'ai mis juste une illustration, la dérivation de « à qui parleras-tu » juste pour illustrer ces différents types de mouvements. On part de quelque chose comme « tu parles à qui ?» Ensuite, la racine verbale va se déplacer, mouvement de tête, à la flexion, et on obtient la forme « parlera ». Le sujet se déplace à la thématique, se déplace de sa position thématique à la position canonique de sujet, et puis l'élément interrogatif se déplace au système du complémentaire, ou si vous pensez à une structure cartographique, à la position dédiée dans le système du complémentaire. Donc on obtient à qui parleras-tu par tous ces types de mouvements. Ceci, c'est simplement pour illustrer le fait que le mouvement est vraiment omniprésent. Même des phrases extrêmement simples impliquent beaucoup de mouvements dans les langues naturelles. D'où la question, quand est-ce que le mouvement est appris ? Eh bien, si on regarde un peu la littérature, on voit que les choses sont très complexes. Il n'y a pas une réponse simple. Certainement, il n'y a pas une réponse de type « le mouvement en général est appris au moment X ». On a une situation différenciée pour les différents types de mouvements. Pour le mouvement de tête, eh bien, on avait discuté il y a longtemps les résultats de Amy Pierce qui montraient que le mouvement, un typique mouvement de tête, le mouvement du verbe à la flexion temporelle, a lieu tôt, c'est-à-dire
à l'âge de 2 ans, quelques mois, l'enfant sait que, par exemple en français, le verbe doit se déplacer à temps, donc il passe de l'autre côté d'un adverbe, comme pas, par exemple. Vous vous souvenez peut-être de ces phénomènes qu'on a discutés. Tandis qu'en anglais, non, il n'y a pas de mouvement. Également, pour le mouvement du verbe fléchi au complémentaire, ce qui caractérise les langues V2, Purple, Wexler et beaucoup de littérature suivante a montré que ce type de mouvement a lieu tôt. Donc au moins ces cas centraux de mouvement de tête semblent avoir lieu très tôt dans l'acquisition de la syntaxe. Par contre, pour le mouvement A et le mouvement à barre, les choses sont plus complexes. Il y a certains types de mouvements argumental, donc certains types de mouvements à la position sujet qui sont présents tôt. Par exemple, on a vu avec les inaccusatifs, c'est très tôt que, même en regardant la recherche sur le growing trees, sur la croissance des arbres, que ce type de mouvement est maîtrisé par l'enfant aux alentours de l'âge de 2 ans. Mais il y a certaines constructions qui mettent en jeu le mouvement A, qui sont plus tardives. Par exemple, le passif est quelque chose comme... donc, il y a une nette différence entre Jean a poussé Marie et Marie a été poussée par Jean. L'enfant, à l'âge de 2 ans et demi, par exemple, comprend très bien Jean a poussé Marie ou Jean pousse Marie, mais Marie est poussé par Jean, très difficile à comprendre, jusqu'à plus tard, significativement plus tard. Également pour la montée du sujet, je vais donner des exemples de montée du sujet dans quelques minutes. Donc il y a des types de mouvements A qui sont précoces, il y a des types de mouvements A qui sont tardifs. Un autre cas tardif est la construction facile à contenter. Jean est facile à contenter. Vous voyez, ce qui caractérise cette construction est que l'objet de contenter devient le sujet de facile. Donc Jean est facile à contenter correspond à il est facile de contenter Jean, fondamentalement. Et cette construction est très difficile, comme il avait été remarqué encore par Carol Chomsky il y a longtemps. Puis si on prend le mouvement clairement à barre, la même construction montre des exemples d'acquisition précoce et des exemples d'acquisition tardive. Les relatives et les questions sur le sujet sont produites et comprises tôt. Par exemple, qui a frappé Jean, supposons, tandis que certaines relatives, certaines questions sur l'objet sont maîtrisées tardivement, très tardivement. Donc quelque chose comme le garçon que Marie a frappé, c'est très difficile à comprendre et utiliser, même pour un enfant de 4 ans, comme on verra tout de suite. Alors, à première vue, il n'y a pas de généralisation, il n'y a rien de clair, il y a simplement une typologie de choses dont certaines sont faciles, tandis que d'autres sont difficiles. Mais en effet, si on regarde de près, on voit qu'il y a une généralisation importante. Et la généralisation est la suivante. Le mouvement est accessible dès le début, sauf ce type de configuration qui est plus tardive. Quand le mouvement met en relation 2 positions, donc on déplace un élément de la position Y à l'élément X, et on fait cela en traversant une position qui intervient, en intervenant, et cette position est une position du même type que la cible du mouvement. Donc quand on traverse quelque chose du même type de l'élément qu'on est en train de cibler, alors cette configuration est complexe, difficile, maîtrisée plus tard par l'enfant. Okay? Ça, c'est la généralisation. Voyons pourquoi cette généralisation nous permet
d'exprimer la typologie assez complexe des acquisitions précoces ou tardives. Peut-être regardons cas par cas, ce sera plus simple. Voilà. Dans le cas de mouvement de tête, par exemple, le mouvement du verbe à la flexion temporelle, à l'accord, qui forme des formes verbales complexes en français comme rencontrera, Jean rencontrera Marie, par exemple. Ce type de mouvement du verbe ne croise aucune autre position. Donc, il n'y a pas d'intervenant, il n'y a pas de difficulté. En effet, on observe cela, comme Peirce l'avait remarqué, déjà à l'âge de 2 ans, quelques mois. En ce qui concerne le mouvement A, prenons le cas d'un verbe inaccusatif, par exemple en anglais, un verbe comme leave, partir. Donc, selon l'hypothèse inaccusative, le seul argument d'un verbe comme leave est engendré en position interne, et puis il se déplace en position au sujet. Il y a des très bons arguments syntaxiques pour ce genre d'analyse. Et dans ce type de mouvement, évidemment, le mouvement de John, supposons dans ce type d'exemple, de la position objet à la position sujet, ne croise rien de nominal, ne croise pas un autre élément nominal. Donc c'est un cas où il n'y a pas d'intervenant, et c'est un cas facile. Et en effet, on trouve ce type de mouvement tôt, comme on l'a vu. Par contre, si on considère le passif, John was fired, ou Jean a été viré, supposons, dans ce genre de configuration, nous comprenons qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un agent de firing, qu'il y a un agent, quelqu'un qui vire Jean, par exemple, et cet agent pourrait être exprimé par un syntagme par ou by en anglais. John was fired by his boss. Jean a été viré par son chef, quelque chose comme ça. Donc il y a un argument externe qui, en tant que tel, est plus proche de la position sujet. Donc, si vous essayez de déplacer l'objet à la position sujet, vous devez inévitablement traverser cette position intervenante de l'argument externe. Donc, c'est une configuration plus difficile pour l'enfant. Il faut trouver une stratégie pour surmonter ce type de situation, et cette stratégie n'est accessible que plus tardivement. Ça, c'est un exemple de raising, ou montée du sujet. Donc, des verbes comme sembler, par exemple, sont caractérisés par le fait que le sujet de la phrase subordonnée peut monter et devenir le sujet de la phrase principale. Donc, par exemple, il semble que Jean est malade. Il est possible de faire monter Jean et obtenir Jean semble être malade. C'est cette construction qu'on appelle montée du sujet. Or, en anglais, on peut avoir un expérient, l'élément qui ressent, qui a la sensation que les choses sont d'une certaine manière, qui intervient. Donc, on peut avoir des structures comme John seems to Mary to be sick. En français, dans les langues romanes, l'intervention de cet expérient ne donne pas lieu à des résultats très acceptables, mais c'est possible en anglais. Donc prenons le cas de la structure anglaise, possible en anglais adulte. Alors ce qu'on observe est que cette configuration est très difficile pour l'enfant. Donc comprendre John seems to Mary to be sick de la manière correcte, comme l'adulte le ferait, est très difficile pour l'enfant. Et l'enfant a tendance à interpréter Mary comme la personne qui est malade. Donc, il va pour la proximité, fondamentalement. Il n'interprète pas correctement ce genre de structure. Analoguement, pour la construction easy to please. John is easy to help. Là, cette structure doit être interprétée avec Jean qui correspond au patient ou bénéfactif, au bénéficiaire de help. Mais les enfants, jusqu'à relativement tard, interprètent cette structure comme, par exemple, John is ready to help, ou John serait le sujet d'aider, non pas l'objet. Okay? Donc, dans tous ces cas, il y a un élément intervenant, et quand il y a un élément intervenant, la structure est maîtrisée tardivement par l'enfant. Puis, si on regarde
le mouvement à barre, par exemple une phrase relative, dans la même construction, les relatives sur le sujet et les relatives sur l'objet fonctionnent différemment. Donc, the boy that is pushing the girl is here. Ça, c'est compris sans problème, produit par l'enfant de 3 ans, par exemple. Vous voyez ici, the boy se déplace de la position sujet à la tête de la relative, mais il n'y a rien qui intervient. That, simplement, il n'y a aucun élément nominal, disons, qui intervient. That est simplement le complémentaire relatif. Tandis que si vous prenez une relative objet, the boy that the girl is pushing is here, ça c'est difficile. En effet, il y a un intervenant. Si vous pensez à la mise en relation de la tête de la relative avec la position objet, il y a quelque chose qui inévitablement intervient, qui est le sujet de la structure. Donc, dans la même construction, on a des cas d'acquisition précoce et acquisition tardive pour des relatives sujets, respectivement, et des relatives objets de ce type. Voilà la raison pour laquelle cette généralisation frappe l'imagination du linguiste est qu'en linguistique formelle, en théorie grammaticale, on a beaucoup étudié les configurations d'intervention dans un contexte tout à fait différent. En effet, ces configurations d'intervention donnent lieu à 3 types d'effets qu'on peut étudier, mais dans 3 domaines assez différents. D'un côté, les configurations d'intervention du type illustré donnent lieu à une acceptabilité dégradée, avec des gradations distinctes pour les locuteurs adultes. C'est-à-dire, il y a des types des configurations d'intervention où il y a quelque chose qui intervient dans une relation de mouvement qui ne sont pas très acceptables, qui sont dégradés, et avec une certaine variabilité dont on va parler dans un instant. Deuxième effet sur les enfants, l'incapacité de calculer les dépendances à barre, mais aussi les dépendances A, parce qu'on a illustré aussi des dépendances A qui avaient les mêmes caractéristiques chez les enfants. Donc les enfants n'arrivent pas à calculer cette configuration. Chez les adultes, certaines de ces configurations ne posent pas de problèmes d'acceptabilité, ne posent pas de problèmes d'interprétation, mais quand même ils posent quelques difficultés. Et ceci peut être manifesté par un traitement ralenti. Par exemple, on peut observer que les relatifs objets du type qu'on a illustré, comme ça, the boy that the girl is pushing, tout en étant parfaitement acceptable et parfaitement compréhensible pour l'adulte, il exige un peu plus de temps que la compréhension, par exemple, de la correspondante, de la relative au sujet correspondante. Donc il y a 3 types de manifestations: acceptabilité dégradée dans certains contextes pour les configurations d'intervention, incapacité de calcul pour les enfants, traitement ralenti pour les adultes. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut essayer d'unifier au moins en partie tous ces effets et arriver à un système unique en science qui a différencié, arrive à capturer cet effet global des configurations d'intervention. Parlons un instant de l'étude linguistique de certaines configurations d'intervention, ce qu'on appelle les difficultés sur l'extraction des îlots faibles. Les îlots faibles sont des configurations qui n'admettent pas facilement de faire bouger un élément. Par exemple, une phrase déclarative, prenons directement l'exemple français, une phrase déclarative n'est pas du tout un îlot, donc on croit que Jean a acheté ceci. On peut former une question sur l'objet de la phrase subordonnée et obtenir que croit-on que Jean a acheté en bougeant l'élément WH de cette position. Ça, c'est parfaitement acceptable, parfaitement compréhensible. Mais si à la place d'une déclarative subordonnée, on prend une question indirecte, comme 2A, on se demande qui a acheté ceci, et on essaye de déplacer l'objet
de la question indirecte, ce qu'on obtient 2b, que se demande-t-on qui a acheté? Ce qui est une structure bizarre, ce n'est pas une très bonne structure, ou même totalement inacceptable. Certains locuteurs disent simplement non, non, c'est pas possible. D'autres locuteurs disent ah, mais j'arrive quand même à interpréter. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui cloche avec cette structure, de manière très claire. Okay? Donc ça, c'est un cas d'intervention où il y a une dégradation de l'acceptabilité de manière assez claire. Alors, le principe qui a été discuté dans la littérature pour traiter cette classe de phénomènes d'intervention dit la chose suivante. Quand il y a une configuration de ce type, où il y a une position X, une position Y, on essaye de le relier par le mouvement, mais il y a une position Z qui intervient entre X et Y. Si Z est un élément du même type que l'élément X, ce type d'extraction ne va pas bien et manifeste une déviation, ce qui est exprimé par l'étoile que vous avez ici. Alors, vous voyez qu'on peut interpréter de cette manière l'effet de l'îlot faible, l'effet de la difficulté d'extraction d'une question indirecte. Parce que si vous avez une question indirecte comme on se demande qui a acheté quelque chose, et que vous essayez un élément WH de la subordonner, il y aura un autre élément WH en position de complémentaire de la structure subordonnée qui interviendra dans cette relation et ce qui brisera la relation sur la base de ce principe. Alors, la minimalité relativisée ici est exprimée de manière informelle. On peut être un peu plus formel en essayant de définir qu'est-ce que ça veut dire du même type, un élément du même type. En particulier, si on pense que les différentes positions syntaxiques sont exprimées par des traits syntaxiques, des propriétés comme Q pour question, par exemple, et ainsi de suite. Donc des traits syntaxiques, ou disons topiques, par exemple, focus, ainsi de suite. Si les positions sont définies par des traits syntaxiques en ce sens, on peut dire que l'élément intervenant et l'élément cible donnent lieu à un effet d'intervention quand l'élément intervenant partage les mêmes traits syntaxiques pertinents, donc les mêmes traits qui sont en jeu dans le déclenchement du mouvement avec l'élément X. Donc quand cet élément X et l'élément Z partagent des traits pertinents, le système arrête la dérivation fondamentalement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La prochaine observation, donc je vais encore mentionner cela et puis on va interrompre pour aujourd'hui, est que les jugements difficiles dans des cas d'extraction d'îlots faibles sont modulés sur la base de la nature de l'élément qui est sorti. Il y a certains éléments qui donnent lieu à une violation plus forte que d'autres éléments. Par exemple, si vous sortez un élément comme que, ce que vous obtenez, que ne sais-tu pas qui pourrait acheter, est normalement jugé comme mauvais. Si vous sortez un élément un peu plus complexe, comme quel livre, par exemple, donc un élément avec un élément de question, mais aussi une restriction nominale, le résultat est un peu plus acceptable. On utilise parfois ces diacritiques, deux points d'interrogation pour dire quelque chose qui est légèrement meilleur, quelque chose qui est nettement impossible, puis par exemple un seul point d'interrogation serait quelque chose qui serait encore un peu meilleur, et puis l'absence de tout diacritique serait une structure parfaitement acceptable. Typiquement, on observe ces modulations d'acceptabilité, ces variations d'acceptabilité sur la base de la nature de l'élément qui est sorti. En gros, si l'élément est plus complexe, l'extraction est un tout petit peu plus acceptable. On peut essayer de quantifier ça de manière relativement précise. Par exemple, on peut utiliser un autre type d'échelle, les échelles de Likert.
Par exemple, on vérifie ça avec un grand nombre de locuteurs et on pose la question qu'est-ce que tu penses de cet exemple? Est-ce qu'il est acceptable ou non, partiellement acceptable? Tu peux lui assigner une valeur, par exemple, dans une échelle de 1 à 7, où 7 veut dire parfait, 1 veut dire totalement mauvais. Alors, quelle valeur est-ce que tu assignes? C'est une manière possible de quantifier les choses. Puis, avec un grand nombre, évidemment, de participants, on peut observer, par exemple, que quand on sort un élément nu comme que d'une question indirecte, on obtient en moyenne, supposons 2,8, quelque chose comme ça, sur 7, tandis que si on sort quelque chose comme quel livre, on obtient quand même une valeur plus haute, 3,8, supposons, quelque chose comme ça. Et donc il y a une variation systématique de ce point de vue. Certains éléments sont systématiquement meilleurs dans l'extraction par rapport à d'autres éléments. Alors, comment essayer de capturer ces gradations? En principe, ici, il y a une difficulté parce que les principes grammaticaux sont normalement exprimés en termes binaires, c'est-à-dire ou bien un principe est respecté, donc c'est bon, ou bien un principe qui n'est pas respecté, donc c'est mauvais. Le système n'a pas de manière inhérente une manière de traiter une gradation. Donc, typiquement, comme les données empiriques auxquelles le linguiste est confronté sont typiquement des jugements gradés. Il y a des choses qui sont un peu meilleures que d'autres choses et un peu moins bons qu'encore d'autres choses. Typiquement, on essaye de traiter ces gradations simplement en termes d'interaction entre la grammaire, qui donne simplement le jugement binaire, oui ou non, et d'autres systèmes, par exemple le lexique, la pragmatique, etc., qui peuvent améliorer ou rendre pire certains jugements qui peuvent varier. Mais la théorie grammaticale peut aussi essayer, dans certains cas, d'être un peu plus ambitieuse et peut essayer de traiter directement les gradations. En particulier, si on prend au sérieux cette notion de trait syntaxique, on peut, comme propriété qui définit la similarité ou dissimilarité entre des positions, on peut essayer de traiter différents effets d'intervention en termes de la relation ensembliste entre les traits pertinents. Comment? Regardons encore les 3 cas que nous avons discutés. On peut penser que la minimalité relativisée est un principe qui donne un statut optimal à des cas de mouvement où des éléments potentiellement intervenants n'ont rien de pertinent en commun avec l'élément déplacé. Par exemple, si vous avez le déplacement d'une phrase subordonnée, que croit-on que Jean pourrait acheter, et que est un élément en WH, un élément de question caractérisé par le trait Q, il n'y a rien dans cette structure qui intervient qui aurait quelque chose de similaire à ce trait. En particulier, le sujet n'est pas du tout un élément de question, évidemment. Donc, ça va. Ici, l'élément déplacé et l'élément intervenant n'ont rien en commun. C'est une situation de disjonction. Par contre, dans le cas d'extraction d'un élément comme que 3, que ne sait-on pas qui pourrait acheter, et ici, l'élément intervenant, le qui dans le complémentaire subordonné, et l'élément sorti ont exactement la même spécification. C'est 2 éléments de question. Donc, nous sommes dans une situation où l'élément intervenant a exactement la spécification de l'élément qui est sorti. Donc, c'est le pire des cas. Mais on peut envisager ici un cas intermédiaire, un cas où l'élément intervenant aurait une spécification qui serait proprement incluse dans la spécification de l'élément qui est sorti. Donc, si vous sortez un élément plus complexe, comme quel livre, l'élément intervenant a quelque chose en commun, le fait que c'est un élément de question. Mais l'élément sorti, de toute façon, est plus complexe, et donc la spécification de l'élément intervenant est dans une situation d'inclusion propre par rapport à l'élément qui est sorti. Donc on peut dire,
le principe qui traite l'intervention, la minimalité relativisée, aime beaucoup des structures où l'élément potentiellement intervenant n'a rien en commun avec l'élément déplacé. C'est le cas optimal. Le pire cas est le cas où l'élément intervenant a la même spécification de l'élément qui est déplacé, et un cas intermédiaire où l'élément intervenant a une spécification qui est proprement dans une relation d'inclusion propre par rapport à la spécification de l'élément déplacé. Voilà, donc on va adopter ce genre d'analyse pour la grammaire adulte, et je présente uniquement le problème de la grammaire enfantine qu'on va aborder la prochaine fois. Chez les enfants, ici je réfère à un autre travail en collaboration avec Naama Friedman et Adriana Belletti, Relativized Relatives, on observe, comme on l'a dit, que les relatives sujets ne posent pas vraiment de difficultés, tandis que les relatives objets posent des difficultés sérieuses. En d'autres termes, si vous montrez à un enfant de 3 ans et demi ces deux images et vous posez la question « montre-moi », ou plutôt la consigne « montre-moi l'éléphant qui lave le lion », 90% des enfants sont capables d'identifier ce type d'image. Tandis que si vous essayez avec une relative objet, montre-moi l'éléphant que le lion lave, eh bien, nous n'avons que 55% de réponses correctes. En d'autres termes, l'enfant n'arrive pas à traiter grammaticalement le problème, à analyser grammaticalement cette configuration, et donc il choisit au hasard, fondamentalement, l'une ou l'autre de ces deux structures. Ça, c'est un phénomène très, très stable à travers les langues. On l'a observé, ce type d'asymétrie, en français, en italien, en portugais, en roumain, en allemand, en anglais, catalan, grec, suédois, et puis on sort des langues indo-européennes, on l'a observé en hébreu. On l'a observé en chinois, c'est très intéressant en chinois, on va discuter ça la prochaine fois, parce que le chinois a la tête de la relative qui ne précède pas la relative, mais qui suit la relative, donc c'est un cas extrêmement intéressant. On l'a observé en basque, etc. Donc c'est un phénomène très important. Et on va essayer la prochaine fois de discuter ce type de contraste en termes du principe qui traite de l'intervention. On va en effet essayer de traiter la difficulté avec le relatif objet comme des cas de difficulté parce que dans la mise en relation de la tête de la relative avec la position objet, il y a une position qui intervient et qui a une spécification de trait partagée avec la cible de la relation. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc je vais m'arrêter ici. On a peut-être, j'ai pris un peu plus de temps. On peut peut-être garder quelques minutes pour une ou deux questions. Et puis on fera une brève pause et on passera au séminaire. Questions? S'il n'y a pas de questions immédiates, en effet, vous pouvez aussi les poser à la fin. Donc, si vous voulez avoir un temps de réflexion, à la fin du séminaire, donc on pourra avoir des questions pour Naama Friedman et pour moi. Effectivement, comme nous sommes en retard, c'est peut-être mieux de faire une pause maintenant de, disons, 10 minutes et puis recommencer à 11h35 avec le séminaire.